Pendant 14 ans, j'ai remis à ma femme chaque centime de mon salaire. Quand j'ai regardé son deuxième téléphone, j'ai découvert un appartement au nom de son amant, d'une valeur de 8 millions d'euros. Elle disait toujours que ce serait plus simple si c'était elle qui s'occupait de l'argent. Une phrase si anodine, si raisonnable, prononcée avec un sourire doux qui dissipait toute réticence. Le souvenir de cette voix résonne encore, comme une mélodie perfide qui aurait dû alerter mes sens, mais qui, à l'époque, ne faisait qu'apaiser mes doutes. Je l'ai cru pendant 14 longues années. 14 ans d'une confiance aveugle, d'une loyauté inconditionnelle, que je réalise aujourd'hui n'avoir été qu'une faiblesse exploitée avec une précision chirurgicale. 14 années à lui remettre mon salaire le premier de chaque mois, la somme intégrale, pas un euro retenu, pas la plus petite pièce gardée pour moi. 14 années à demander de l'argent de poche comme un adolescent s'adresse à ses parents. J'ai besoin de nouvelles bottes, les gars veulent sortir vendredi, je peux prendre 100 euros? Et à le recevoir avec un sourire que je prenais pour de la générosité, mais qui, je le sais maintenant, n'était que la satisfaction d'une manipulation réussie. 14 années d'un foyer qui tournait rond, de factures payées à temps, d'un réfrigérateur toujours plein de victuailles, et d'un compte épargne dont on me disait qu'il grossissait régulièrement, mais dont je ne voyais jamais les relevés. Tout semblait parfait en surface, une façade impeccable derrière laquelle se cachait une réalité bien plus sombre. La maison respirait la propreté, l'ordre d'Irina, et je me sentais bercé par cette apparente sécurité, trop aveugle pour voir les fondations qui s'effritaient. 14 années à faire confiance à une femme qui avait trouvé, dans cette confiance, l'architecture d'une trahison que j'ai encore du mal à nommer, sans que ma voix ne devienne plate et vide, comme un écho lointain de l'homme que j'étais. Le deuxième téléphone était dans la poche de son manteau. Un détail minuscule, insignifiant en soi, mais qui allait faire basculer mon monde. Pas caché, pas vraiment. Juste dans la poche intérieure de son lourd manteau de laine sombre qui pendait près de la porte d'entrée. Un vêtement familier, imprégné d'une légère odeur de son parfum et d'air frais. C'était celui qu'elle portait pour son club de lecture, du jeudi soir. Une institution qu'elle défendait, avec une ferveur que je trouvais, à l'époque, charmante. Je l'ai trouvée parce que je cherchais sa carte de fidélité pour la pharmacie quand elle m'a demandé de lui apporter son portefeuille. Ma main a glissé dans la mauvaise poche. Le tissu épais de la doublure, la sensation inattendue d'un objet étranger, lisse et froid. Noir, mince. Un modèle que je ne reconnaissais pas et que je n'avais pas acheté. Le simple contact de l'objet, son poids inattendu, a envoyé un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur a fait un bond, puis s'est mis à battre la chamade, un tambour sourd dans le silence de l'entrée. Je suis resté immobile dans le couloir pendant un instant, le bras encore plongé dans la poche, le téléphone entre mes doigts. Le temps semblait suspendu. Les rayons du soleil couchant, filtrant à travers la fenêtre, peignaient des motifs orange sur le parquet. Mais je ne voyais rien d'autre que ce vide grandissant en moi. Un pressentiment, froid et implacable, commençait à s'installer. Puis je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, avec une précision mécanique, et je lui ai apporté le portefeuille. Mon visage, je l'espère, était une toile vierge, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en moi. Chaque pas vers elle était une torture, chaque mot échangé, un effort surhumain. Et ce soir-là, alors qu'elle prenait son bain, le doux murmure de l'eau et les parfums apaisants de son savon flottant dans l'air, mes mains étaient étonnamment fermes. Une détermination glaciale, presque étrangère, s'était emparée de moi. Je suis retourné vers le manteau et j'ai regardé ce qu'il y avait sur ce téléphone. Je suis reconnaissant que vous soyez là. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé, prenez une seconde et laissez un commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi d'où vous lisez. Cette histoire est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais mises en mots. Et savoir que quelqu'un, de l'autre côté de l'écran, la lit, me permet de continuer. C'est un fardeau que je porte depuis trop longtemps. Et le partager est une forme de libération. Une note importante avant d'aller plus loin. Des parties de ce récit ont été altérées et romancées pour protéger les personnes impliquées. Mais le cœur de ce qui s'est passé, l'argent, l'appartement, les 14 années, cela est bien réel. Et je pense que d'ici la fin, vous comprendrez pourquoi j'avais besoin de le raconter. Pourquoi cette vérité devait éclater au grand jour. Mon nom est Benjamin. J'ai 47 ans. Je travaille dans la logistique d'engins de chantier.
la coordination du transport de machines lourdes à travers les sites industriels. Ce n'est pas un travail glamour, loin de là. C'est un monde de poussière, d'acier et de bruits assourdissants, où l'odeur du diesel se mêle à celle de la terre humide. Mon bureau est souvent la cabine d'un camion ou le bord d'un chantier, sous un ciel parfois gris, parfois écrasant de chaleur. Cela exige de la précision, une endurance physique certaine pour arpenter ces terrains accidentés, et la capacité de gérer des éléments complexes et mouvants sous la pression constante des délais. Je le fais depuis mes 22 ans, ayant commencé comme simple ouvrier de chantier, les mains dans le cambouis, pour gravir les échelons et atteindre un poste de coordination et de supervision qui paye bien. Pas exceptionnellement bien, non, mais bien. Assez pour subvenir aux besoins d'une famille, pour assurer un certain confort, une sécurité. Assez, comme je l'apprendrai par la suite, pour en soutenir plus d'une. L'ironie me déchire encore. J'ai rencontré ma femme, Irina, quand nous avions tous les deux 26 ans. C'était à l'anniversaire d'une amie commune, dans un appartement bondé du 11e arrondissement, empli de rires étouffés par la musique trop forte et du brouhaha particulier d'une assemblée où chacun s'efforce d'être entendu. L'air était lourd d'effluves de bière bon marché et de cigarettes roulées. Elle se tenait près de la fenêtre, légèrement à l'écart du groupe principal, baignée par la lumière tamisée de la fin de journée. Elle avait cette qualité que j'ai remarquée en premier et à laquelle j'ai repensé maintes fois depuis. Elle semblait observer plutôt que participer, captant tout, calculant. Son regard bleu-gris balayait la pièce, analysant chaque interaction, chaque sourire forcé. Je trouvais cela mystérieux, intrigant. J'ai confondu cette qualité avec de l'intelligence, avec de la profondeur. J'y voyais une âme réfléchie, contemplative, alors qu'en réalité, c'était le signe avant-coureur d'une froide ambition. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Elle a emménagé dans mon appartement, un 2 pièces fonctionnel, près de mon travail, au début de notre relation. Je lui avais proposé cette solution car sa situation de vie était instable. Une colocation avec des colocataires difficiles, bruyants, qui ne respectaient ni son espace ni son sommeil, et un propriétaire peu fiable qui tardait à réparer les fuites. Je lui avais offert mon appartement comme une solution pratique, un havre de paix. Elle avait accepté avec un sourire qui m'avait semblé empreint d'une gratitude sincère. En moins de 3 mois, ce n'était plus mon appartement, mais notre appartement, décoré de ses affaires, vibrant à ses rythmes, organisé selon son système impeccable. Mes quelques livres avaient été relégués sur l'étagère du haut. Ses bibelots et ses plantes avaient pris possession de chaque recoin. Avec le recul, ce fut le premier transfert de contrôle. Fait si naturellement, si raisonnablement, avec une amélioration si véritable de la qualité de vie quotidienne, que je l'ai accepté sans le percevoir comme un transfert du tout. Je me sentais plus léger, plus ordonné, sans comprendre que je perdais, pièce par pièce, mon propre territoire. L'arrangement financier commença environ 1 an après notre mariage. Nous envisagions d'acheter un appartement plus grand, notre propre nid familial. Irina avait fait les recherches. C'était toujours elle qui menait les enquêtes, organisait les informations, les présentait sous une forme sur laquelle je pouvais agir. Elle m'avait expliqué que l'épargne pour l'achat irait plus vite si les finances étaient regroupées plutôt que gérées séparément. Elle avait argumenté, avec une logique implacable et un tableau Excel à l'appui, que si une seule personne était en charge des finances, nous pourrions éviter la duplication des efforts, les petites inefficacités de 2 personnes s'occupant chacune de morceaux séparés du même puzzle. Elle avait même utilisé des termes comme optimisation des ressources et synergie financière, des mots qui me paraissaient alors d'une grande sagesse. Elle avait raison, c'était plus efficace, d'une efficacité redoutable même. Elle n'avait pas mentionné, et je n'avais pas pensé à demander, quelle efficacité était optimisée, ni pour qui. J'ai commencé à lui remettre mon salaire intégralement, sans discuter, sans hésitation. Elle me donnait une allocation mensuelle pour mes dépenses personnelles. Initialement généreuse, elle fut progressivement, au fil des années, ajustée de manière si incrémentale que je n'ai jamais enregistré la réduction cumulative. Quelques euros en moins ici, une dépense jugée superflue là. Des remarques subtiles sur l'importance d'économiser, la nécessité de faire des sacrifices pour l'avenir. À la 5e année, je recevais moins d'argent de poche que la première année, malgré le fait que mon salaire avait augmenté de 30%. Fien, je l'avais noté, oui, mais sans jamais vraiment l'examiner en profondeur.
C'était comme une anomalie que mon cerveau, par paresse ou par confiance aveugle, s'empressait de classer dans la catégorie Irina gère ça mieux que moi, et de passer à autre chose. Une petite voix intérieure, celle de la commodité, chuchotait que c'était plus simple ainsi, moins de tracas pour moi. J'étais un homme d'action, pas un comptable. L'appartement que nous avions acheté la deuxième année de cet arrangement, lui, était bien réel. Je tiens à être précis à ce sujet, car c'est une des rares certitudes qui me restent. Un 3 pièces lumineux, au 4e étage d'un immeuble haussmannien sans ascenseur, dont les fenêtres donnaient sur une ruelle pavée où résonnaient les échos de la vie parisienne. Nous l'avions acquis ensemble. Avec nos 2 noms sur l'acte notarié, nous y avions emménagé ensemble, nos cartons entassés dans l'entrée exiguë. Je me souviens encore de ce long week-end de mai, où l'air était doux et prometteur, pendant lequel nous avions repeint les murs. Une odeur âcre de peinture fraîche flottait dans l'air, mêlée au parfum des lilas en fleurs que l'on sentait par la fenêtre ouverte. Elle avait choisi les couleurs, un gris perle apaisant pour le salon, un bleu doux pour la chambre. Et moi, j'avais charrié les lourds pots de peinture sur 4 étages, mes muscles endoloris, mais mon cœur léger. Nous avions bâti un foyer là-dedans, pierre par pierre, couche de peinture par couche de peinture. Cette partie-là n'était pas une mise en scène, pas une façade. C'était notre vie, tangible, concrète. Mais dès le début, il y a eu des choses dont je n'étais pas informé. Pas des révélations fracassantes, non. Rien qui m'aurait alarmé si j'en avais eu connaissance à l'époque. Juste de petits détails administratifs, des ficelles invisibles qu'Irina tirait en coulisses dans le cadre de sa gestion globale de notre existence. Les conditions de refinancement de notre emprunt immobilier, les clauses de nos contrats d'assurance, habitation, voiture, prévoyance, les subtilités de nos abonnements aux services publics, sans oublier les mécanismes précis de notre plan d'épargne. Chaque fois que j'osais poser une question, elle m'expliquait tout avec une clarté et une compétence irréprochables. Ses réponses étaient si limpides, si logiques, qu'elles satisfaisaient ma curiosité superficielle, celle qui ne cherche pas vraiment à creuser, sans jamais me donner un accès indépendant à ces informations vitales. Je hochais la tête, rassuré, et je passais à autre chose, persuadé d'avoir obtenu toutes les réponses nécessaires. Je me répétais alors que c'était une division du travail, une répartition des tâches moderne et équitable. Elle s'occupait de l'infrastructure interne, des rouages complexes de notre foyer, et moi, je fournissais les ressources externes, je ramenais l'argent. C'était efficace, rationnel, et même, me disais-je, résolument moderne. Loin du vieux modèle patriarcal où le mari contrôlait toutes les finances, nous étions un partenariat où chacun apportait sa force. Sa force à elle, c'était l'administration, la gestion méticuleuse. Ma force à moi, c'était de gagner ma vie, et plutôt bien d'ailleurs, dans la logistique d'engins de chantier sur les sites industriels. Cette interprétation, cette grille de lecture que je m'étais si confortablement construite, me permettait de me sentir comme un participant égal, un pilier de notre union, alors qu'en réalité, je fonctionnais déjà comme quelque chose d'entièrement différent. Un simple pourvoyeur, un rouage bien huilé, mais sans conscience propre. La 4e année, mon salaire augmenta de manière significative. Je l'avais naturellement mentionné à Irina, avec l'enthousiasme que l'on partage une bonne nouvelle avec la personne qui nous est la plus chère. Elle en fut ravie, son sourire éclaira la cuisine un soir de semaine, et elle ajusta le budget du ménage en conséquence. Mon allocation mensuelle augmenta d'une somme modeste, à peine perceptible, un petit plus qui ne changeait rien à mon quotidien. Je n'ai pas demandé où allait le reste de cette augmentation. L'idée ne m'a même pas effleuré, tant j'étais persuadé que tout était sous contrôle, pour notre bien commun. La 7e année, j'obtins une promotion, passant à un poste de coordination et de supervision. Une nouvelle augmentation de salaire donc. Une nouvelle conversation avec Irina. Un autre ajustement modeste de mon allocation. Et encore une fois, je n'ai pas posé la question. Le non-dit était devenu une habitude, une routine silencieuse qui s'installait entre nous. Un espace vide que je ne cherchais plus à combler. La 10e année fut plus difficile sur le plan professionnel. Un projet majeur avait échoué sur un site industriel lointain, entraînant une période de revenus réduits et plusieurs mois d'une anxiété sourde concernant nos finances. Le soir, en rentrant à l'appartement, l'atmosphère me semblait plus lourde, chaque facture reçue une menace silencieuse. J'en avais parlé à Irina, le front plissé, le cœur serré.
Elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Nous avons des économies, m'avait-elle assuré, avec une sérénité qui, à l'époque, m'avait profondément rassuré. Son calme était un baume sur mes propres tourments. Je n'ai pas demandé à voir ces économies, à consulter les relevés. Je n'ai pas demandé. La confiance, aveugle et totale, était mon seul horizon. Je n'ai pas demandé. C'est la phrase qui résonne en moi, tel un leitmotiv lancinant, à travers tout ce que je m'apprête à vous raconter. La phrase que je me suis répétée, encore et encore, un nombre incalculable de fois, au cours de l'année qui s'est écoulée depuis que cette histoire a trouvé sa conclusion amère. Ce n'est pas la confiance extraordinaire que j'ai placée en elle, ni ma naïveté, ni même l'amour que je lui portais. Non. C'est le fait de ne pas avoir posé de questions. Cette décision, renouvelée jour après jour pendant 14 longues années, de choisir l'ignorance, de refuser de savoir. C'est ma faute. Entièrement ma faute. Et c'est la chose la plus importante que je veux que vous reteniez de mon récit. Mais avant de poursuivre, je souhaite faire une pause, un instant, et vous poser une question. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un à un point tel que vous avez cessé de faire attention? Non pas par naïveté, ni par stupidité, mais parce que cette confiance vous semblait méritée, parce que les évidences du quotidien la confirmaient sans cesse, parce que la personne en question avait érigé une réalité si parfaitement construite, si minutieusement tissée, qu'elle ne présentait aucune couture visible, aucune faille dans son apparente perfection. C'est dans cette illusion que j'ai vécu pendant 14 ans. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, même sans en partager les détails, je vous invite à laisser un commentaire. Car l'une des choses les plus difficiles, après coup, a été cette conviction persistante que j'aurais dû voir. Que seul un imbécile pouvait manquer ce que j'ai manqué. Mais je veux que vous le sachiez. Tout cela était conçu pour être manqué. Chaque détail, chaque absence, chaque silence. Un piège invisible, tendu avec une expertise redoutable. Le second téléphone. L'objet qui allait faire basculer mon monde. Ce soir-là, lorsque Irina est allée prendre son bain, l'eau chaude coulant dans la baignoire avec un doux murmure, j'ai eu la sensation que le temps s'étirait. J'avais environ 45 minutes devant moi, une éternité ou un instant, selon ce que j'allais en faire. L'air dans l'appartement était lourd, imprégné du parfum de lavande de son savon et d'une tension imperceptible, que seul mon inconscient semblait capter. Le téléphone n'était pas verrouillé. Cela m'a surpris, et même un peu déconcerté. Il aurait dû l'être. Mon esprit, cherchant désespérément une explication logique, n'en a trouvé qu'une seule. Elle devait avoir une seconde couche de sécurité, invisible celle-là. Une certitude inébranlable que je ne regarderai jamais, que l'existence même de cet appareil m'était déjà si parfaitement dissimulée, qu'un simple code de verrouillage serait une étape superflue, dont elle n'avait pas jugé utile de se soucier. Une négligence née de l'excès de confiance, ou de son mépris pour ma capacité d'observation. Elle avait presque eu raison. Je suis resté immobile un instant dans le couloir étroit, le téléphone noir et fin entre mes mains. Sa surface lisse et froide contrastait étrangement avec la chaleur de ma paume. Il m'était totalement étranger. Ce n'était pas un modèle que je connaissais, ni une marque que j'associais à Irina. Elle avait un téléphone, bien sûr. Un appareil ordinaire, identique au mien, chez le même opérateur, dont la facture était réglée via notre compte commun, comme toutes nos charges. Mais celui-ci, c'était autre chose. Un intrus silencieux, un fragment d'un monde parallèle qu'elle avait soigneusement gardé secret. J'ai songé à le reposer, à le remettre exactement là où je l'avais trouvé. Pendant une trentaine de secondes, une éternité de doute et de peur, j'ai sincèrement envisagé de faire marche arrière. L'instinct humain, si puissant, de préserver une version confortable de la réalité plutôt que d'affronter une vérité potentiellement dévastatrice, je l'ai ressenti avec une clarté déchirante à cet instant précis. Le poids de ce que je risquais de découvrir s'opposait au poids de ce que je perdrais irrémédiablement en le découvrant. Ma tranquillité, mon illusion, et peut-être même ma vie telle que je la connaissais. Puis j'ai pensé, 14 ans. 14 ans d'une vie construite sur des sables mouvants. Mon pouce, presque de sa propre volonté, a appuyé sur le bouton d'accueil. Les messages s'affichaient dans une application que je reconnaissais, une plateforme de messagerie standard, rien d'inhabituel en apparence. Mais les nombreux fils de conversation, les bulles de texte colorés, formaient un réseau dense et inconnu. Je n'ai pas tout lu, mon estomac se tordant déjà d'appréhension. J'ai commencé par le fil le plus récent,
remontant juste assez loin pour saisir la nature de ce que j'avais sous les yeux, pour comprendre l'ampleur du gouffre qui s'ouvrait devant moi. Le nom en haut du fil de conversation le plus récent. Serioja. Un nom étranger. Un coup de marteau dans le silence de notre appartement. Je connaissais un Serioja, un homme nommé Sergueï Voronov, qu'Irina avait mentionné occasionnellement au fil des ans comme un ancien collègue de son poste précédent. Quelqu'un avec qui elle était restée en contact professionnel. Quelqu'un qui était apparemment resté dans son orbite d'une manière lâche et sans importance, comme le font les contacts professionnels. C'était un nom que j'avais enregistré sans y prêter attention. Une de ces informations insignifiantes qui flottent dans l'air sans jamais se poser. Je me souviens d'une fois, il y a peut-être 7 ou 8 ans, alors que nous dînions, elle avait évoqué Sergueï à propos d'un projet, un sourire distrait sur les lèvres. J'avais hoché la tête, bu mon vin, et le nom s'était fondu dans le murmure de notre vie quotidienne. Ce n'était pas un ami qu'elle mentionnait souvent, pas quelqu'un que j'avais jamais rencontré. Juste un nom en arrière-plan d'une vie que je croyais connaître. Une simple note de bas de page dans le grand roman de notre existence. Les messages n'étaient pas professionnels. Le contraste entre le souvenir anodin et la réalité crue qui s'étalait devant mes yeux était un coup de poing. Le sang s'est retiré de mon visage. J'en ai lu assez. J'ai lu plus que nécessaire, comme on continue d'appuyer sur un hématome que l'on sait devoir laisser tranquille, parce qu'une partie de soi a besoin de sentir l'ampleur totale de la douleur avant de pouvoir décider quoi en faire. Une nausée insidieuse montait, le goût métallique de la peur au fond de la gorge. Chaque ligne de texte, chaque bulle colorée était une lame supplémentaire s'enfonçant dans ma poitrine. L'air semblait s'épaissir autour de moi. L'appartement, quelques secondes plus tôt, un havre familier, devenant une prison silencieuse, témoin muet de ma déchéance. Ce que j'ai découvert n'était pas récent. La relation entre Irina et Serioja n'avait pas juste commencé. Les messages faisaient référence à des événements et des conversations s'étendant sur ce qui semblait être au moins 3 ans. 3 ans. Le mot résonnait, froid et lourd, dans ma tête. Il y avait des photographies, des clichés volés d'une intimité que je n'aurais jamais imaginée. Il y avait des échanges sur la planification, la logistique précise et pragmatique de 2 personnes gérant un secret en parallèle de leur vie visible. Des discussions sur les vacances, sur les visites, sur qui était disponible quand et pour combien de temps, et quelle histoire de couverture avait été arrangée. Combien de fois avais-je moi-même servi sans le savoir de paravent à leur rendez-vous? Combien de fois avais-je cru ces rendez-vous avec le club de lecture ou ces week-ends entre filles? Un frisson glacial me parcourut, l'horreur de ma propre aveuglement me submergeant. Il y avait dans ces messages une intimité qui était, en soi, une forme particulière de dommage à lire. Non pas seulement le contenu physique, bien que cela fût aussi présent, des mots suggestifs, des sous-entendus qui ne laissaient aucun doute. Mais c'était la familiarité désinvolte de 2 personnes qui menaient scinder quelque chose de réel et de soutenu depuis des années. Le langage abrégé, les références privées, le jargon interne d'une relation ayant une histoire, des blagues que je ne comprenais pas, des surnoms que je n'avais jamais entendus, des souvenirs partagés qui m'étaient complètement étrangers. C'était comme lire le journal intime d'un étranger, un journal qui parlait de ma propre vie en l'ignorant. Ils se connaissaient comme on connaît quelqu'un avec qui on a passé du temps réel, du temps de qualité, du temps qui soude. Plus que moi, semblait-il, au cours des dernières années. Et il y avait des références à un appartement, assez spécifiques pour que je comprenne qu'il existait. Des phrases comme « à l'appartement »,« chez nous » et « quand tu rentreras à la maison », qui indiquaient quelque chose de fixe, de permanent. Pas une chambre d'hôtel louée à l'heure. Pas un espace emprunté. Un foyer. Leur foyer. L'idée qu'elle ait pu construire une vie parallèle si complète, si ancrée, me coupa le souffle. J'imaginais les clés, les habitudes, les petits rituels qu'ils avaient probablement établis dans cette « chez nous » qu'elle avait créée avec lui. Pas assez précis, d'après les messages seuls, pour savoir où. La frustration était intense, une douleur sourde s'ajoutant à toutes les autres. J'ai remis le téléphone dans la poche du manteau, comme si ce simple geste pouvait effacer ce que j'avais vu, ou au moins le reléguer dans le domaine de l'irréel. Le tissu rêche contre mes doigts, le poids de l'appareil, tout me rappelait la matérialité de cette découverte. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé un verre d'eau.
La fraîcheur du liquide contre ma main tremblante, le bruit de l'eau qui coule, tout semblait amplifié dans le silence assourdissant de mes pensées. Je suis resté debout au comptoir, mes jointures blanches fixant le carrelage immaculé, jusqu'à ce que j'entende l'eau de la baignoire s'écouler. Un filet sonore qui annonçait son retour imminent. Chaque minute était une éternité de terreur et de rage contenue. Puis je suis allé au salon et je me suis assis. J'ai été complètement immobile pendant les 20 minutes qu'il a fallu à Irina pour finir de se préparer pour le lit. J'ai regardé la lumière vaciller doucement à travers l'entrebâillement de la porte de la salle de bain, le son lointain de ses mouvements, le froissement de ses vêtements. Quand elle est sortie et a dit « bonne nuit », s'approchant pour m'embrasser la joue, j'ai répondu « bonne nuit », d'une voix que je n'ai pas reconnue. Ses lèvres étaient chaudes et familières contre mon visage, une sensation qui, il y a quelques heures encore, m'aurait apaisé. Son parfum, celui qu'elle portait depuis des années, que j'associais si complètement à sa présence que je ne le remarquais plus, est arrivé à cet instant comme un détail clinique plutôt que comme un confort. Une note olfactive qui, au lieu de me rassurer, me rappelait la duplicité. Quand elle a éteint sa lampe de chevet, je me suis allongé dans l'obscurité à côté d'elle et je n'ai pas dormi. Le souffle régulier de son sommeil était une torture, un rappel de son calme apparent face à mon monde en ruine. Je pensais au mot « appartement ». Le mot résonnait dans le noir, prenant une dimension monstrueuse, une entité à part entière, symbole de la vie parallèle qu'elle avait construite brique par brique, mensonge après mensonge. Si vous êtes toujours avec moi, merci. Je sais que c'est lent. Je sais que le poids de tout cela s'accumule, s'épaissit, mais j'ai besoin que vous compreniez le tableau complet, l'ampleur de la tromperie, avant de vous raconter ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à examiner l'argent. C'est essentiel pour saisir la profondeur de l'abîme. Et avant d'y arriver, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ce qui suit a tout changé. Ce que j'ai trouvé quand j'ai cessé de faire confiance et que j'ai commencé à regarder. C'est la partie de cette histoire que j'ai eu besoin d'1 an pour pouvoir prononcer à voix haute, tant la douleur et la honte étaient là vives. Le compte d'épargne. En 14 ans de remise intégrale de mon salaire, on m'avait dit ceci. Nous avons un compte d'épargne. Il augmente régulièrement. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés lorsque nous avons acheté l'appartement, et plus tard lorsque nous avons refinancé. Je n'avais jamais vu de relevé de compte. Je ne les avais jamais demandés. Le compte était à nos 2 noms. Je le savais. J'avais signé les documents d'ouverture. Mais je n'y avais jamais accédé de manière indépendante. Irina gérait les opérations bancaires comme elle gérait tout le reste. Et je l'avais laissé faire, avec une confiance aveugle qui me semblait maintenant d'une naïveté criminelle. Chaque mois, sans faute, mon salaire atterrissait sur son compte personnel, et elle se chargeait de la répartition. C'était l'arrangement. Un arrangement qui, rétrospectivement, me semblait avoir été soigneusement orchestré pour me maintenir dans l'ignorance. 2 jours après avoir trouvé le second téléphone, ces 48 heures de purgatoire où je marchais à ses côtés comme un zombie, j'ai appelé la banque. Mon cœur battait la chamade, un tambour sourd dans ma poitrine. L'acte lui-même était une transgression, une rupture de la confiance tacite que nous avions établie. J'ai donné mon numéro de compte, mon identification, ma date de naissance. La voix de la conseillère était impersonnelle, professionnelle, contrastant violemment avec la tempête qui faisait rage en moi. Chaque chiffre prononcé était un pas de plus vers une vérité que je redoutais. La femme au téléphone m'a communiqué le solde de notre compte d'épargne commun. Elle a débité les chiffres avec une clarté désarmante. Je lui ai demandé de répéter. Une supplication silencieuse pour que mes oreilles m'aient trompé, pour que ce soit une erreur, un malentendu. Elle a répété les mêmes chiffres, la même voix neutre, la même sentence. Le montant qu'elle a nommé représentait environ 1/8 de ce qu'Irina m'avait laissé croire qu'il y avait. 1/8. Le chiffre tournait dans ma tête, absurde, monstrueux. Des années de travail, de sacrifice, d'économie, réduits à néant par un simple coup de fil. Le vertige me prit. Je l'ai remercié d'une voix que je savais étonnamment calme. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking devant mon immeuble de bureau, pendant un long moment. Le bruit de la circulation lointaine, le va-et-vient des collègues, tout cela me paraissait lointain, irréel. J'étais engourdi, vide,
comme si une partie de moi s'était éteinte. Puis j'ai appelé un ami. Son nom est Noah. Nous nous connaissons depuis l'âge de 19 ans, lorsque nous travaillions sur le même chantier de construction pendant l'été. Nous avions découvert que nous étions tous les deux mauvais pour suivre les instructions de personnes que nous ne respections pas, et bons pour trouver des solutions de contournement. Il est maintenant avocat. Pas un avocat spécialisé dans le droit de la famille, mais un avocat en contentieux commercial. Mais en cas de crise, c'est le genre de personne qui pose les bonnes questions avant de proposer des réponses. Il avait cette perspicacité, cette capacité à voir au-delà du chaos. Je lui ai raconté ce que j'avais découvert. Le téléphone, les messages, Serioja, le solde du compte d'épargne. Les mots sortaient difficilement, saccadés, comme des pierres arrachées à ma gorge. Il a écouté sans m'interrompre, sa présence silencieuse à l'autre bout du fil étant un baume. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, le temps de digérer l'ampleur de mon récit. Puis il a dit « Depuis combien de temps avez-vous accès au compte joint sans l'avoir utilisé ?» Sa voix était mesurée, son ton calme, mais la question était un scalpel. « 14 ans ?» ai-je répondu, la honte me brûlant les joues. « Et votre salaire était déposé où ?»« Sur son compte personnel, » ai-je dit. C'était l'arrangement. Elle transférait ce qui était nécessaire sur les comptes joints et personnels à partir de là. La phrase, prononcée à voix haute, sonnait comme l'aveu d'une complicité insensée. Un autre silence s'installa, plus lourd, plus suffocant que le précédent. Le bourdonnement lointain de la circulation nocturne, filtré par les murs de mon appartement, semblait presque un murmure complice. Je sentais la chaleur du combiné contre mon oreille, mais un frisson glacial me parcourait l'échine, anticipant les mots qui allaient y revenir. « Micha !» dit-il. Il ne m'appelait Micha que lorsque les choses étaient hautes et graves, que le sérieux de la situation exigeait une intimité particulière, une forme d'ancrage dans notre passé commun. Sa voix, habituellement si posée, portait une gravité nouvelle. « J'ai besoin que tu ne fasses absolument rien pendant 72 heures. Ne la confronte pas. Ne déplace pas un centime. Ne pose aucune question qui pourrait lui faire comprendre que tu sais quelque chose. Peux-tu faire ça ? Pourquoi 72 heures ? » Ma voix était rauque, à peine reconnaissable. Je sentais le besoin impérieux d'agir, de briser cette inertie qui m'avait coûté 14 ans de ma vie. « Parce qu'en 72 heures, je pourrais te dire à quoi nous avons affaire, » répondit-il, sa patience palpable même à travers la ligne. « Pour l'instant, tu as un second téléphone et le solde d'un compte épargne. Ce n'est pas suffisant pour agir. C'est suffisant pour commettre une erreur irréparable. » J'ai murmuré que je pouvais attendre 72 heures. C'était un mensonge à moi-même. Chaque fibre de mon être hurlait de l'affronter, de déverser ma fureur. Mais la logique froide de Noah, son pragmatisme d'avocat, perçait la brume de ma colère naissante. J'ai tu le mot « appartement » découvert dans les messages. Pas encore. Je voulais qu'il soit le dernier domino à tomber, la pièce maîtresse d'un puzzle encore incomplet. Les 72 heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Chaque minute s'étirait, lourde de non-dits et de tensions invisibles. Je me forçais à conserver ma routine, ce masque que j'avais porté si longtemps qu'il s'était fondu à ma peau. J'allais au travail, où les bruits familiers des engins de chantier et l'odeur du diesel m'offraient un semblant de normalité. Je rentrais chez moi, dans cet appartement où chaque objet, chaque recoin, était imprégné de notre vie à deux. Une vie que je réalisais maintenant n'avoir été qu'une illusion méticuleusement construite. Je mangeais en face d'Irina, qui parlait de sa journée avec cette aisance désinvolte, cette normalité rodée d'une personne qui jouait un rôle depuis si longtemps qu'il était devenu une seconde nature. Elle évoquait les potins de son club de lecture, les petites tracasseries du quotidien, le dernier pot de yaourt manquant dans le réfrigérateur. Chaque mot était une pointe, chaque sourire une grimace intérieure pour moi. Je répondais aux bons endroits, posais les bonnes questions, me forçant à afficher un intérêt que je ne ressentais plus. J'étais, pendant ces 72 heures, le même homme que j'avais été pendant 14 ans, fiable, présent, générant silencieusement le revenu qui s'écoulait désormais quelque part que je commençais à comprendre, et cette compréhension était une brûlure lente et constante. Je me souvenais de dîners passés, où ces récits me captivaient réellement, où son rire résonnait dans la pièce comme une mélodie apaisante. Ces souvenirs étaient maintenant empoisonnés, chaque parcelle de confiance détruite.
Le soir du troisième jour, alors que l'obscurité enveloppait la ville d'un voile de mystère et que la pluie légère tambourinait doucement sur le pare-brise de ma voiture, Noah m'appela. J'étais garé dans une rue latérale, un peu à l'écart, le moteur coupé, la buée s'accrochant aux vitres. L'air était froid, l'humidité s'infiltrait dans l'habitacle. « J'ai trouvé des choses, dit-il, sa voix grave brisant le silence tendu de l'habitacle. Es-tu quelque part où tu peux parler librement ? J'étais dans ma voiture, mon refuge temporaire. Oui, il y a une déclaration de propriété, poursuivit-il, sa voix neutre et factuelle, au nom de Sergei Voronov, enregistrée il y a 18 mois dans un nouveau complexe résidentiel du côté nord de la ville. Un appartement de 2 chambres, prix d'achat, 8,2 millions d'euros. Je ne dis rien. Le monde autour de moi sembla vaciller, les phares des voitures passant au loin, se transformant en traînées floues. 8 millions d'euros. Le chiffre tournait dans mon esprit. Absurde, colossal. J'ai également trouvé, poursuivit Noah, avec la précision méticuleuse d'un homme qui a appris à délivrer des informations difficiles sans les enjoliver, sans les commenter, un relevé de transfert. Plusieurs virements, sur une période d'environ 3 ans, d'un compte enregistré à votre femme vers un compte enregistré à ce Voronov. Le total cumulé est cohérent avec le prix de la propriété, moins un prêt immobilier d'environ 2 millions que Voronov a contracté en son propre nom. Je ne dis toujours rien. Une nausée montait du fond de mon estomac. Ce n'était pas seulement le vol, c'était la méthode, la patiente déduction, le calcul froid. « Misha, » dit Noah, un soupçon d'inquiétude dans sa voix. « Es-tu là ?»« Je suis là, » répondis-je, ma voix n'étant qu'un souffle. « Comprends-tu ce que je te décris ?»« Oui, » dis-je, le mot arraché à ma gorge. L'amertume emplissait ma bouche. « Ton argent, » dit-il, et chaque mot était un coup de marteau. « Ton salaire, redirigé sur 3 ans, en montant suffisamment petit pour ne pas déclencher les alertes automatiques. Utilisé pour acheter un appartement enregistré au nom d'un autre homme. 8 millions d'euros. 14 ans d'un salaire complet, remis en toute confiance. 8 millions d'euros investis dans un appartement que je n'avais jamais vu, au nom d'un homme que je connaissais à peine. Je me revoyais sur les chantiers, sous le soleil écrasant ou la pluie battante, à coordonner des grues gigantesques, à négocier avec des ouvriers, à m'assurer que chaque pièce d'équipement lourd atteignait sa destination. Je travaillais dur, jour après jour, avec la conviction que je bâtissais notre avenir, celui d'Irina et le mien. Chaque euro gagné était une promesse. Je suis resté assis dans cette voiture pendant un temps indéterminé, la tête appuyée contre le dossier froid du siège, la pluie caressant doucement le toit, comme pour masquer mes larmes silencieuses. L'obscurité de l'habitacle était un cocon, une prison. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai ressenti à ce moment précis, parce qu'on m'a demandé, dans les mois qui ont suivi, si j'étais en colère. Si j'avais voulu tout casser, crier, foncer vers cet appartement du nord de la ville et les confronter tous les deux. La réponse est « pas immédiatement ». La première chose que j'ai ressentie n'a pas été la colère, mais la reconnaissance. Une secousse intérieure. Toutes ces petites alertes ignorées pendant 14 ans prenaient soudain sens. La diminution de mon argent, le refus de parler finances, l'accès restreint au compte pour me soulager. J'avais confondu confiance et abandon. Je m'étais retiré de ma propre vie financière. Irina n'avait rien fait au hasard. C'était un système. Et j'y avais participé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai écouté Noah. Les 30 jours suivants décideraient si je récupérais quelque chose. Alors j'ai commencé à bâtir un dossier avec la patience de mon métier. Analyser le terrain avant d'agir. Pendant 3 semaines, avec un enquêteur financier, j'ai épluché relevés, virements, registres. Chaque nuit, seul devant l'écran, je découvrais l'ampleur du détournement. Les transferts massifs avaient recommencé 3 ans plus tôt, mais l'isolement financier remontait à bien avant. Le compte épargne, qui aurait dû contenir des millions, avait été vidé vers des comptes au nom d'Irina, d'une holding obscure, puis vers Voronov. L'appartement avec vue sur la Seine n'était que la partie visible. Il y avait aussi une voiture de sport, un acompte pour une maison au sud, une société de conseil inconnue. Elle ne préparait pas notre avenir. Elle en construisait un autre, sans moi. Je veux m'arrêter ici et vous demander quelque chose directement. 14 ans. Ce chiffre résonne différemment à mesure que cette histoire avance, n'est-ce pas? Au début,
Il sonnait comme le cadre d'une histoire d'amour. 14 ans de mariage, d'un partenariat, d'une vie construite ensemble. Maintenant, il sonne comme une durée, comme la quantité de temps qu'il faut pour construire quelque chose de très spécifique si vous êtes suffisamment patient et que la personne avec qui vous le construisez ne vérifie jamais rien. Une patience froide, calculatrice, un piège qui se referme millimètre par millimètre sur des années. Je repense à toutes ces fois où j'ai dit « je te fais confiance », où j'ai balayé d'un revers de main la moindre petite alerte, convaincu que notre lien était indéfectible. C'est le plus grand regret, plus encore que l'argent, le temps, cette durée volée. Si vous êtes en train de lire ceci et que vous n'avez jamais examiné votre propre situation financière, vraiment regardez, de vos propres yeux, avec vos propres identifiants, indépendamment du résumé de quelqu'un d'autre, je veux vous demander de le faire. Pas par suspicion, non. Pas parce que la personne en qui vous avez confiance fait ce qu'Irina a fait, mais parce que la confiance et la vérification ne sont pas des opposés. Elles sont les deux piliers d'un partenariat sain. La chose la plus confiante que vous puissiez faire pour un partenariat est d'en être un participant égal, informé et actif. C'est une leçon que j'ai apprise dans la douleur, une leçon qui m'a coûté 14 ans de ma vie et des millions d'euros. 22e jour. Le téléphone a sonné et la voix calme et posée de Noah a traversé la ligne, un filet de pragmatisme dans le chaos de mes pensées. Il m'a annoncé que nous avions suffisamment de preuves. « Pas tout, Benjamin. Tu n'obtiens jamais tout, » m'a-t-il expliqué de sa manière tranquille et méthodique, mais assez pour établir la récurrence, assez pour démontrer une extraction financière systématique devant un tribunal familial, assez pour déposer une demande de divorce de manière à préserver tes droits sur les actifs contestés, plutôt que de les abandonner. Le soulagement fut bref, immédiatement suivi par la lourdeur de la décision finale. Le vent soufflait dehors, faisant claquer les branches contre la fenêtre, comme un rappel de la tempête qui s'annonçait. Il avait également, par l'intermédiaire d'un contact sur lequel je n'ai pas posé trop de questions, je n'en avais ni l'envie ni l'énergie, confirmé qu'Irina et Voronov avaient été vus ensemble à l'appartement du Nord à 4 reprises au cours des 3 semaines précédentes. L'infidélité ne change pas directement le tableau financier, a-t-il précisé, la voix neutre. Mais elle établit la relation qui a motivé les virements. Le contexte est important. Un frisson froid me parcourut. Le fait de savoir, de l'avoir confirmé par une source externe, rendait la chose plus réelle, plus sordide. Je lui ai demandé à quoi ressemblait le processus. Il me l'a décrit avec une précision chirurgicale. J'ai écouté chaque détail, absorbant chaque mot. Le calendrier, les dépôts, les réponses probables, l'éventail des négociations, les meilleurs et les pires scénarios. C'était une feuille de route vers un champ de bataille, et je devais en connaître chaque creux et chaque bosse. Puis je lui ai posé la seule question qui me brûlait les lèvres, celle qui résumait toute la rage et le sentiment d'injustice que j'éprouvais, avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse commencer. « L'appartement ?» ai-je dit, ma voix un peu plus rauque que je ne l'aurais souhaité. « Enregistré à son nom ? Y a-t-il une voie légale pour le récupérer ?» Noah resta silencieux un instant, le temps d'une respiration suspendue, le temps que l'espoir fragile que je n'osais pas formuler prenne corps dans le silence. « Les virements provenaient de fonds matrimoniaux communs, » a-t-il finalement répondu, sa voix mesurée. « Ton salaire constituait la source principale de ces fonds. L'achat d'un actif avec des fonds matrimoniaux, même s'il est enregistré au nom d'un tiers, peut potentiellement être contesté. Cela dépend de la documentation. Cela dépend de ce que nous pouvons prouver. Et si nous pouvons le prouver ? Alors, cela devient un actif matrimonial, a-t-il dit, le mot matrimonial sonnant comme une ironie amère dans cette conversation. Soumise à division. Je suis resté assis, laissant ces mots s'ancrer. 8 millions d'euros. 8 millions. Une somme colossale pour un appartement, même dans les quartiers les plus prisés de Paris. 8 millions d'euros, enfermés dans un appartement du nord de la ville, au nom d'un homme que je connaissais à peine 1 mois auparavant. En théorie, la moitié mienne. La justice, même tardive, avait un prix et une forme. Prouvons-le, ai-je dit, un calme froid s'installant en moi. La vengeance n'était pas le moteur principal, mais la réparation, oui, la réparation de 14 années effacées. La confrontation eut lieu un samedi matin. J'avais choisi le samedi délibérément. Pas par sens du dramatique. Non, pour des raisons purement pratiques.
Noam avait conseillé que la conversation ait lieu en présence de la documentation, dans un cadre que je contrôlais, et que les procédures légales soient déjà enclenchées avant qu'Irina n'en ait connaissance. Il avait déposé la requête initiale de divorce le jeudi. Elle n'avait pas encore été signifiée. C'était une manœuvre calculée, une partie d'échec où je devais avoir une longueur d'avance. Ce matin-là, l'air était frais et humide, le ciel couvert d'un gris uniforme promettant la pluie. La maison était plongée dans un silence étrange, précurseur de l'orage. J'avais fait du café, l'odeur amère emplissant la cuisine, mais je n'avais pas bu une goutte. Mon estomac était un nœud serré, un mélange d'appréhension et d'une résolution glaciale. J'ai pris le dossier, lourd du poids des preuves et des années de mensonges, et je l'ai posé délicatement sur la table de la cuisine, juste avant qu'elle ne descende. La surface lisse du bois reflétait la faible lumière matinale. C'était là, le début de la fin. Le dossier, lourd d'un poids symbolique bien plus que matériel, contenait les preuves irréfutables, des relevés de comptes bancaires détaillés, des registres de virements précis, le document d'enregistrement de propriété pour l'appartement du boulevard du Nord et enfin une photographie. Une image nette, de qualité professionnelle, montrant Irina et Voronov devant l'entrée de cet immeuble, datée d'à peine 11 jours auparavant. Chaque pièce était une lame froide, aiguisée par l'accumulation du temps. Elle est descendue l'escalier, comme chaque samedi matin, sans hâte, ses cheveux encore défaits, flottant autour de ses épaules dans la lumière pâle de la cuisine. Elle portait ses vêtements de week-end, un jean souple et un pull en cachemire, l'image même de la décontraction domestique. Son regard a glissé vers la table. Elle a vu le dossier. Puis, elle a vu mon visage. Elle s'est arrêtée au bas des marches, une imperceptible pause qui, jadis, m'aurait semblé empreinte de délicatesse, d'une forme de considération. Aujourd'hui, je la reconnaissais comme ce qu'elle avait toujours été. Une lecture de la pièce, une calibration minutieuse de l'ambiance avant d'y plonger. Une habitude que j'avais toujours interprétée comme de la prévenance et que je comprenais désormais comme une stratégie. Une habitude aussi vieille que notre mariage, mais que je n'avais jamais su déchiffrer. Elle s'est assise en face de moi, la chaise grinçant à peine sur le carrelage froid. L'air était immobile. L'odeur amère du café non bu s'accrochait au rideau, lourde de silence. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas prononcé un mot. Chaque geste était lent, délibéré. J'ai tourné les pages une par une, m'assurant qu'elle puisse voir chaque document clairement, que la faible lumière matinale se pose dessus, que chaque ligne d'encre soit lisible. Je ne me suis pas attardé sur les détails, je les connaissais par cœur. Mon attention était entièrement fixée sur son visage, une toile vierge sur laquelle j'attendais de voir se peindre la vérité. Le relevé bancaire, les registres de virements, ces chiffres glacés qui tracèrent le chemin de mon salaire vers l'inconnu. L'enregistrement de propriété, avec le nom de Voronov imprimé en gras, indéniable. Et enfin, la photographie, leur visage, leur sourire, l'immeuble anonyme en arrière-plan. J'ai tourné la dernière page et refermé le dossier avec un bruit sec qui a résonné dans le silence. La cuisine était devenue assourdissante de mutisme. Dehors, la vie continuait, indifférente. Une voiture a filé dans la rue, son moteur vrombissant un instant avant de s'éloigner. Quelqu'un a crié dans la cour. Une voix d'enfant joyeuse, insouciante de la qualité particulière de ce silence suspendu qui emprisonnait notre cuisine, notre vie. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix était un murmure, à peine audible, mais elle a brisé le sortilège. « De notre compte joint, ai-je répondu, ma propre voix étrangement calme, dépourvue de toute fêlure. Auquel j'ai accédé, auquel j'ai légalement le droit d'accéder, auquel j'aurais dû accéder depuis le début. Le regret, la fureur, la déception de 14 années d'aveuglement se condensaient en cette dernière phrase, prononcée avec une amertume qui m'a surpris moi-même. Une pause, un instant où l'air a paru vibrer d'une tension électrique. « Misha, ne dis rien », ai-je coupé, mon ton d'une fermeté inattendue. Ce fut le seul moment de cette conversation où j'ai senti quelque chose s'approcher de la colère pure. Le son de mon prénom dans sa bouche. Ce diminutif familier, chaleureux, intime. Le souvenir d'innombrables moments où ce son avait été un baume, une promesse, un refuge. Le fait qu'elle l'utilise maintenant, comme une arme de persuasion, une tentative de revenir à une intimité qui n'avait jamais été qu'une performance, était insupportable.
14 ans de ce mot, de cette forme particulière de mon nom, inversés entièrement dans leur signification, devenus un couteau. Ne dis rien, ai-je répété, plus doucement cette fois, mais avec une autorité inébranlable. Dis-moi juste une chose. Elle a attendu, son regard fuyant le mien, pour se poser sur le grain du bois de la table. Est-ce que quelque chose était réel ? Ai-je demandé. La question n'était pas préméditée. Elle était arrivée d'elle-même, jaillie de quelque part sous toute la documentation, la stratégie légale et la préparation soigneusement contrôlée. Elle venait des 14 années de matin et de soir, des petites intimités quotidiennes qui avaient constitué ma vie réelle, des souvenirs de rires partagés, de mains entrelacées, de silences confortables, des micro-flashbacks de week-end à la campagne, de dîners en tête-à-tête, de projets d'avenir murmurés dans l'obscurité. Tout cela, était-ce une illusion ? Elle m'a regardé longuement, ses yeux cherchant peut-être un indice, une faiblesse dans ma façade. Une partie, a-t-elle finalement dit, sa voix à peine plus qu'un souffle. J'ai attendu, le souffle coupé, espérant qu'elle ajoute quelque chose, une explication, un éclaircissement, un fragment de vérité plus substantiel. Rien d'autre n'est venu. Le silence est retombé, plus lourd encore qu'avant. Les économies, ai-je repris, forçant ma voix à rester neutre. Ce qu'il y a sur le compte. Où est passé le reste ? Elle a aplati ses mains sur la table, un geste que je reconnaissais comme celui de quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui décide de la quantité d'informations à accorder. Il y a eu des dépenses, a-t-elle dit, le ton soudain plus ferme, presque professionnel. Au fil des ans, des choses que j'ai gérées. L'appartement sur le boulevard du Nord est une dépense ? Ai-je rétorqué, la colère perçant enfin dans ma voix. L'adresse figurait clairement dans les documents d'enregistrement. Je l'avais cherché sur l'application de cartographie de mon téléphone, scrutant chaque détail d'un complexe résidentiel flambant neuf, vu de l'extérieur sur une photo que j'avais prise de mon propre écran. Un bâtiment où je n'avais jamais mis les pieds, qui contenait 8 millions d'euros de ce que j'avais gagné, de mon sang et de ma sueur. Ça, c'est une dépense ? Elle n'a rien dit, son regard fixé sur ses mains posées à plat sur la table, comme si elle espérait que la surface lisse puisse lui offrir une réponse. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé, la question s'étranglant presque dans ma gorge. Combien de temps quoi ? Sa tentative de gagner du temps était transparente, presque pathétique. Voronov. Une pause. Une attente qui a duré suffisamment longtemps pour être une réponse en soi, une éternité suspendue dans l'air lourd. 4 ans, a-t-elle fini par lâcher, sa voix à peine audible. J'avais calculé 3 ans d'après les messages que j'avais trouvés. 4, c'était pire. 4 ans de mensonges, de vie parallèle, de trahison quotidienne. Comptais-tu partir ? Ai-je enchaîné, ma voix vide de toute émotion. Elle a regardé la table, puis m'a de nouveau fixé. Éventuellement, a-t-elle dit. Quand ? Quand ce serait le bon moment ? J'ai ruminé cette phrase. Le bon moment. Le moment où l'architecture financière serait suffisamment complète pour soutenir son départ. Quand l'appartement existerait, serait entièrement payé. Quand les économies auraient été suffisamment redirigées et que la structure que j'avais financée serait assez stable pour ne plus avoir besoin de moi. Une machination froide et calculée, où j'étais le maillon faible, la ressource à épuiser. Mon avocat va vous contacter, ai-je dit, me levant d'un coup, le mouvement brusque faisant grincer ma chaise. Elle a levé les yeux, l'alarme perçant enfin sa façade. Micha. Encore ce prénom, cette fois teinté de panique. Nous n'avons pas à... Si, ai-je coupé, ma voix implacable. Nous l'avons déjà fait. La requête a été déposée jeudi. Quelque chose a changé sur son visage. La ruse, la calibration habituelle, a cédé la place à quelque chose de plus concret, de plus brut. Le mode de négociation. J'ai pu le voir arriver, comme une porte s'ouvrant soudainement dans son expression, révélant une nouvelle stratégie. Nous devrions parler avant d'impliquer des avocats, a-t-elle dit, son ton plus pressant. Nous aurions dû parler il y a 14 ans, ai-je rétorqué, le venin de mon amertume se répandant. Avant que mon salaire entier ne soit impliqué. Je me suis levé, le dossier solidement serré sous mon bras. La légèreté de mon corps contrastait avec le poids des années que je venais de jeter sur la table. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai enfilé mon manteau, sans un regard en arrière, et je suis parti, laissant derrière moi le silence lourd de la maison.
l'odeur du café froid et le fantôme de 14 années. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Noah. Le ciel s'était éclairci un peu, le gris uniforme laissant entrevoir des trouées de bleu pâle, mais l'air restait frais, mordant. J'ai sonné. Il a ouvert la porte, en vêtements de week-end, une tasse de café fumant à la main. Il a jeté un seul regard sur mon visage, sur mes yeux rougis et la tension de ma mâchoire, et s'est écarté sans un mot pour me laisser rentrer. Une compréhension silencieuse, une amitié sans fioriture. Nous nous sommes assis dans sa cuisine pendant 3 longues heures. Le temps s'étirait, les mots étaient rares, mais le silence n'était pas pesant. Il y avait le léger cliquetis des glaçons dans son verre d'eau, le doux murmure de la machine à café et, parfois, le son de mon souffle qui se faisait plus régulier. À un moment donné, il a préparé des œufs brouillés, l'odeur riche et réconfortante emplissant la pièce. À un moment donné, je les ai mangés, la nourriture réchauffant une partie de moi que je ne savais pas geler. À un moment donné, au milieu de ce calme bienveillant, j'ai compris que j'allais m'en sortir. Pas immédiatement, pas sans difficulté, sans douleur. Mais éventuellement et sincèrement, tout irait bien. Un sentiment fragile, mais réel, d'espoir, comme une petite pousse verte perçant une terre gelée. Ce qui a suivi n'a été ni propre ni rapide. Les procédures de divorce avec des biens contestés ne le sont jamais. Il y a eu des mois de dépôt de dossiers et de contre-dépôt, de demandes de divulgation et d'objections de la part de l'avocat adverse, d'interrogatoires et d'expertise financière. Des moments où Noah m'appelait pour me dire que quelque chose avait encore été retardé et où je devais respirer profondément pour empêcher la frustration de se transformer en erreur. Chaque document, chaque signature, chaque délai était un rappel amer du passé, mais aussi un pas de plus vers une liberté chèrement acquise. Je veux vous parler de ces mois, car ils ne furent pas uniquement une affaire de stratégie juridique. Ils furent bien plus que cela. Ils furent l'occasion de comprendre ce que signifie démanteler une structure dans laquelle on a vécu pendant 14 ans. Non seulement la structure légale, celle des papiers et des contrats, mais aussi celle, plus intime, plus profonde, qui résidait en moi. L'architecture même d'une vie quotidienne, patiemment bâtie sur un ensemble de certitudes qui, à l'épreuve des faits, s'étaient révélées n'être que des chimères. Pendant 14 années, j'avais été un homme qui connaissait sa place au sein de son foyer. Le pourvoyeur. Celui qui rentrait à la maison, dînait, dormait, se levait et repartait gagner sa vie. La logique de ce rôle m'avait paru, à l'époque, empreinte de dignité. L'image d'un homme qui assumait ses responsabilités, qui offrait une stabilité inébranlable à sa famille. Je me souviens des soirs où, fatigué par ma journée sur les sites industriels, je posais mes clés sur la petite commode de l'entrée et l'odeur du dîner m'accueillait, me donnant l'impression d'être à ma juste place, le pilier de tout cela. Une illusion dorée. Durant les mois de procédure, j'ai dû réapprendre ce que signifiait être responsable de soi-même. Reprendre en main mes propres décisions financières. Chaque décision, y compris les plus triviales, celles que j'avais abandonnées il y a si longtemps que j'en avais oublié qu'elles étaient des décisions. Choisir ma banque, mon assurance, décider si j'achetais la meilleure coupe de viande chez le boucher ou celle, plus économique, au supermarché. Si je mettais de l'argent de côté ce mois-ci, ou si je le destinais à autre chose. Chaque petit choix, jadis délégué, me revenait désormais, un fardeau léger mais étrangement lourd. Je me tenais parfois devant l'étal du supermarché, un paquet de pâtes à la main, et la simple question de la marque me paralysait un instant, me rappelant l'ampleur de ce que j'avais laissé filer. Une petite souveraineté retrouvée. Je n'avais pas réalisé à quel point elle m'avait manqué. C'était comme respirer un air frais après des années passées dans une pièce confinée. La position d'Irina, au début, fut celle du déni pur et simple. Les transferts bancaires, des opérations légitimes, l'appartement, un investissement privé sans lien avec les fonds conjugaux, Voronov, un simple collègue et la photographie, elle était trompeuse, avait-elle osé affirmer par l'intermédiaire de son avocat avec une froideur qui me glaçait encore le sang. Je pouvais presque entendre le ton condescendant de ses lettres, imprimées sur du papier glacé, tentant de rabaisser l'évidence à de simples malentendus. Chacune de ces positions, si bien ficelée qu'elle pût paraître, s'effritait inévitablement face à la documentation irréfutable que Noah et son équipe avaient méticuleusement rassemblée. Les faits, froids et impitoyables, avaient le dernier mot. Au 3e mois,
Son avocat cessa de contester la relation et se concentra sur la connexion financière entre cette relation et l'achat de l'appartement. Voronov, apparemment, prétendait avoir financé l'achat de manière indépendante. Le prêt hypothécaire à son nom semblait soutenir cette version des faits, du moins dans le tableau incomplet qu'il cherchait à peindre. C'était un jeu de dupes, une tentative désespérée de brouiller les pistes, et la lenteur des rouages de la justice était parfois exaspérante. Je me sentais parfois comme un spectateur impuissant devant une pièce de théâtre dont je connaissais déjà la fin, mais qui s'étirait à l'infini. L'expert financier que Noah avait engagé passa 6 semaines entières à décortiquer la chaîne des transferts. Son bureau, je l'imaginais, devait être inondé de relevés bancaires, de factures et de dossiers, baignés dans la lumière pâle d'une lampe de bureau tard dans la nuit. C'était, selon son évaluation professionnelle, une tentative d'obscurcissement compétente, mais pas digne d'un expert. Le genre de camouflage orchestré par quelqu'un de prudent? Certes, mais pas un professionnel du crime financier, qui avait misé sur l'hypothèse raisonnable que la source de l'argent ne serait jamais réellement investiguée. Une sorte de négligence dans la ruse qui me donnait un étrange sentiment de dégoût et de déception. Même dans sa trahison, elle manquait d'ingéniosité. Il a trouvé la chaîne. Elle partait du compte personnel d'Irina, le compte sur lequel mon salaire était déposé et depuis lequel je recevais ma maigre allocation mensuelle, passait par 2 comptes intermédiaires pour finalement aboutir à Voronov. Le calendrier s'alignait parfaitement avec l'achat de la propriété et l'arrangement hypothécaire. Les montants correspondaient au centime près. C'était là, noir sur blanc, la preuve irréfutable de sa perfidie. Le jour où l'expert financier présenta son résumé à Noah, ce dernier m'appela au travail. J'étais alors debout dans le bureau de chantier, le bourdonnement constant des engins lourds et le brouhaha des ouvriers emplissant l'air. L'odeur de diesel et de poussière de ciment était familière, presque réconfortante dans sa banalité. « C'est là », dit-il, sa voix étonnamment calme à travers le combiné. « Tout y est. » Je sentis un frisson me parcourir, une onde de choc silencieuse au milieu du vacarme. Je m'éloignai des conversations techniques et du ronron des machines, traversai le petit bureau préfabriqué et sortis, cherchant un peu de solitude dans le parking balayé par le vent. Le ciel était gris, menaçant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmurai-je, ma propre voix me semblant étrangère. « Cela signifie que l'appartement a été acheté avec des fonds conjugaux, » répondit-il, une pointe de satisfaction à peine voilée dans la voix. « Cela signifie que nous avons une revendication claire et nette. Cela signifie que son avocat va être très intéressé par un accord avant que cette affaire n'aille plus loin. » Il avait raison. Moins de 2 semaines après la remise du rapport financier, l'avocat d'Irina avait demandé une réunion de conciliation. Le mur de déni s'était effondré, non pas avec fracas, mais avec la lente et inéluctable implosion de la vérité. Au 4e mois, sa position était passée du déni obstiné à la négociation forcée. Au 6e mois, un cadre de règlement était enfin en place. Ce n'était pas parfait. Les règlements amiables ne le sont jamais. Je n'ai pas récupéré chaque euro qui avait été détourné. La nature même de ces procédures, le temps qu'elles engloutissent, les frais d'avocat exorbitants, l'imprécision inhérente à l'évaluation des biens contestés, fait que l'on n'en ressort jamais avec exactement ce qui a été pris. On en ressort avec une approximation négociée de la justice. Ce n'est pas la justice elle-même, mais c'est bien plus que rien. C'était un compromis amer, mais nécessaire, pour tourner la page. J'ai récupéré une part significative, y compris une revendication négociée sur l'appartement contesté, soit sa vente à la valeur marchande actuelle avec partage des bénéfices, soit un rachat à un chiffre convenu. Je ne détaillerai pas l'issue spécifique pour des raisons qui restent juridiquement pertinentes, mais je peux vous dire que ce que j'ai récupéré était suffisant pour acheter un appartement plus petit, sans avoir recours à un prêt. Assez pour effacer toutes les dettes de ma vie et commencer le chapitre suivant sans le poids écrasant de ce qui m'avait été volé. Le simple fait de penser à un nouveau logement, un lieu à moi, sans les ombres du passé, était une promesse de liberté. Noah, après la signature finale, me dit « Vous vous en êtes bien sorti. »« C'est vous qui avez fait le travail, » répondis-je, le regard perdu dans le bureau ordonné, les piles de dossiers enfin scellées. « J'ai fait le travail juridique, » rectifia-t-il, posant sa main sur mon épaule. « Vous avez fait la partie la plus difficile. Vous avez tenu bon pendant 6 mois sans faire un seul geste qui aurait pu nuire à votre position. »
Ce n'est pas rien, Benjamin. C'est une force rare. Je repensais aux 72 heures de silence après avoir découvert le téléphone. Aux 22 jours passés à bâtir le dossier, pièce par pièce. Au samedi matin où j'étais parti sans élever la voix, sans un cri, sans un reproche. Aux 6 mois de procédure, sans un seul moment de colère publique. C'était un combat intérieur, mené dans le secret, une discipline de chaque instant. Le souvenir du café froid posé sur mon bureau dans le silence de la nuit, tandis que je compilais les preuves, me revint. J'ai eu un bon professeur, dis-je, un sourire ténu aux lèvres, pensant à son soutien indéfectible. Il nous servit à tous les deux un petit verre de quelque chose d'ambré, peut-être un vieux cognac, et nous le bûmes sans trinquer à quoi que ce soit. Il n'y avait rien à célébrer, seulement quelque chose à marquer. La fin d'un chapitre qui avait pris bien trop de temps à se refermer. Le goût du liquide était fort, un peu âpre, à l'image des derniers mois. Cela me semblait juste. Il y a quelque chose d'autre que je veux vous raconter à propos de ces mois de processus légal. Quelque chose qui ne concerne ni la stratégie, ni la documentation, ni les chiffres du règlement. Il y a quelque chose d'autre que je veux vous raconter à propos de ces mois de processus légal. Quelque chose qui ne concerne ni la stratégie, ni la documentation, ni les chiffres du règlement. J'avais un collègue au bureau, un homme nommé Vadim, qui avait passé plus de temps que quiconque dans l'entreprise. Il possédait cette qualité particulière, si souvent observée chez les hommes mûrs qui ont traversé des épreuves difficiles et en sont ressortis avec leur dignité et leur humour intact. Son visage buriné, marqué par les années passées sur les sites industriels et les chantiers, racontait à lui seul des histoires. Il n'était pas un ami proche, non. Plutôt une présence fiable, le genre de personne dont on ne mesure pas pleinement l'importance dans notre quotidien avant qu'une période de trouble ne survienne, où ces présences discrètes deviennent soudainement essentielles. Dans l'effervescence du service de logistique d'engins de chantier, au milieu du bruit des claviers et des appels téléphoniques, Vadim était une encre silencieuse. Pendant les longs mois des procédures, Vadim avait remarqué que quelque chose avait changé en moi. Il ne m'avait pas posé de questions directes, ce n'était pas son genre. Il possédait une intelligence émotionnelle rare, celle qui permet de déceler la détresse sans l'exposer au grand jour. Au lieu de cela, il s'était rendu disponible, avec cette délicatesse propre à ceux qui ont compris qu'une personne a besoin de compagnie sans forcément avoir besoin de conversation. Il apparaissait à mon bureau avec un café chaud, la vapeur s'élevant doucement dans l'air sec du bureau, m'invitait à déjeuner, évoquait un match de football pour lequel il avait des places. Ses yeux, souvent plissés par le soleil et le vent des chantiers, me lançaient des regards empreints d'une compassion silencieuse. J'avais accepté le café, savourant sa chaleur réconfortante. J'avais accepté le déjeuner, appréciant le répit de la routine solitaire. J'avais accepté le match de football, reconnaissant l'opportunité d'une distraction, même brève, du tumulte qui régnait en moi. Ces petits gestes, presque imperceptibles, étaient devenus des bouées de sauvetage dans l'océan de mon incertitude. Un soir, après le match, alors que nous marchions vers le parking, la foule se dispersant autour de nous dans le crépuscule, les échos des chants de supporters s'estompant dans l'air frais, Vadim avait rompu le silence. La lumière des lampadaires commençait à percer la pénombre, projetant de longues ombres sur l'asphalte. « Ma première femme était un peu comme ça », avait-il dit, sa voix basse et posée, sans un soupçon de jugement, juste un constat. Je l'avais regardé, le cœur soudainement serré, comme si un nœud invisible venait de se resserrer autour de mes poumons. Pas exactement pareil, avait-il précisé, devinant ma pensée. Mais similaire, cette façon de gérer les choses. Cette impression qu'on vous donnait ce que vous aviez le droit d'avoir, ni plus ni moins. Il était resté silencieux un instant, ses yeux perdus dans le lointain, comme s'il revoyait des scènes d'un passé lointain. Le vent d'automne commençait à souffler, faisant frissonner les feuilles des arbres. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que le problème n'était pas que je lui faisais confiance. Le problème, c'est que j'avais cessé d'être un participant actif. J'étais devenu un pourvoyeur, et j'avais abandonné tout le reste. J'avais réfléchi à ces mots pendant longtemps. Ils avaient résonné en moi avec une clarté brutale. Pourvoyeur. C'était le mot juste pour décrire ce que j'avais été. Une source fiable de ressources, compétent dans le domaine extérieur de notre vie, mais étrangement absent de son domaine intérieur. J'avais fourni le salaire, la sécurité, l'infrastructure logistique d'une existence stable. Et j'avais tout abandonné le reste.
les décisions financières, la direction du foyer, la gestion de notre avenir commun, sans réellement mesurer ce que signifiait cet abandon, sans comprendre que la participation ne se limitait pas à la simple présence. C'était l'attention. C'était la volonté de connaître la forme exacte de ce à quoi on contribuait, de s'y investir pleinement. Je m'étais contenté de l'apparence, du vernis, sans jamais gratter la surface. J'avais laissé Irina gérer nos finances, signer les documents, prendre les rendez-vous, persuadé que je lui facilitais la vie, alors qu'en réalité, je m'éloignais de la mienne. « Avez-vous perdu beaucoup ?» avais-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il avait haussé les épaules avec ce mouvement particulier des hommes qui ont fait la paix avec un chiffre, aussi douloureux soit-il. Assez pour que ça fasse mal. Pas assez pour me briser. Il avait marqué une pause, le bruit de nos pas sur le gravier du parking résonnant dans le silence. Le pire, ce n'était pas l'argent. Le pire, c'était le temps. Toutes ces années à croire à quelque chose qui n'était pas vrai. On peut reconstruire l'argent. On ne peut pas récupérer les années. Je pensais à 14 ans, 14 années de ma vie, de mon travail, de ma confiance aveugle. Une éternité. Non, avais-je dit, un goût amer dans la bouche. On ne peut pas. Nous avions marché un moment dans le silence, le poids de nos passés respectifs pesant sur nos épaules. L'air se faisait de plus en plus froid, annonçant l'arrivée de l'hiver. Comment on surmonte ça ? Avais-je fini par demander, ma voix hésitante. La colère, pas la partie légale, l'autre partie, celle qui ronge de l'intérieur. Il y avait réfléchi un bon moment. Nous étions presque arrivés à nos voitures, les phares de certains véhicules illuminant déjà le parking désert. On arrête de se dire qu'on a été stupide, avait-il dit finalement, ces mots chargés d'une sagesse simple et profonde. On a fait confiance. C'est différent. Être stupide, c'est avoir l'information et l'ignorer. Faire confiance, c'est quand quelqu'un travaille très dur pour s'assurer que vous n'ayez pas l'information. Ce ne sont pas la même chose, Benjamin. J'ai porté cette distinction en moi depuis ce jour, comme un talisman, une nouvelle paire de lunettes pour regarder mon passé. Elle avait desserré l'étau de la culpabilité que je m'étais imposé. « Vous êtes-vous remarié ?» avais-je demandé à Vadim, sentant une étincelle d'espoir naître en moi. « Oui », avait-il répondu. « Bien mieux. » Il avait esquissé un léger sourire, un pli se formant au coin de ses yeux. Mais je vérifie mes propres relevés bancaires maintenant. J'avais failli rire. Pour la première fois depuis plusieurs mois, j'avais failli laisser échapper un rire, pur et libérateur. Une sensation presque oubliée, comme un muscle qui se réveille après une longue inertie. Il y a une dernière chose que je veux vous raconter, à propos de quelque chose qui s'est produit au 5e mois des procédures. J'avais roulé devant l'immeuble du boulevard Severny. Non pas pour confronter qui que ce soit, non pas avec un plan précis en tête. J'avais simplement étendu légèrement mon trajet habituel pour l'inclure, et j'avais ralenti suffisamment pour le regarder comme il fallait. Le moteur de ma voiture ronronnait doucement, seul son bruit dans l'habitacle. C'était un immeuble neuf, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Une façade pâle, presque insipide, des balcons avec des balustrades métalliques d'un design standardisé. Un hall d'entrée visible à travers de grandes baies vitrées, avec un bureau de sécurité impersonnel. Le genre de complexe résidentiel qui avait poussé un peu partout dans la ville au cours de la dernière décennie. Confortable, oui, mais aussi anonyme. Conçu pour des gens qui recherchaient un espace moderne et propre, sans se soucier de l'histoire du quartier ou de son âme. Il se fondait dans le paysage urbain, sans rien qui le distingue vraiment, sauf ce qu'il représentait pour moi. Quelque part dans cet immeuble se trouvait un appartement qui avait été acheté avec 14 années de mon travail acharné. Décoré sans doute, dans un style que je ne connaissais pas, avec des objets que je n'avais jamais vus. Habité, j'imagine, avec une fréquence que je préférais ne pas calculer, le simple fait d'y penser me nouant l'estomac. Je suis resté assis là, devant, quelques minutes, le regard fixé sur les fenêtres, essayant d'imaginer la vie qui s'y déroulait. La lumière hivernale était froide, et le vent soufflait des feuilles mortes sur le pare-brise. Ce que j'ai ressenti n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'étais préparé à la colère. Je l'avais gérée, anticipée, refoulée pendant des mois. Mais ce que j'ai ressenti, en regardant cet immeuble, était quelque chose de plus proche de la clarté. Une clarté complète, presque glaciale, celle d'une personne qui comprend enfin toutes les dimensions d'une chose dans laquelle elle avait vécu sans jamais vraiment la voir. La réalité s'est imposée,
Nu et implacable. 8 millions d'euros. 14 ans. Un immeuble sur une rue où je n'avais jamais marché, dont l'existence m'était totalement étrangère jusqu'à ce que la vérité éclate. J'ai démarré et je suis parti. Ce fut la dernière fois que je m'en suis approché. Les procédures légales s'étaient chargées du reste. 14 mois après avoir trouvé le téléphone dans la poche du manteau. Le divorce est prononcé. Les procédures légales sont closes, le chapitre définitivement tourné. J'ai un nouvel appartement. Plus petit que celui que nous partagions, certes, mais mien, absolument mien, dans tous les sens du terme. Fini le nôtre et toute la complexité, la tromperie que ce mot charrie désormais. Ici, c'est mon espace. Au 3e étage, avec des fenêtres orientées nord, qui laissent entrer une lumière douce et constante, jamais agressive. La cuisine, je l'ai aménagée moi-même, avec les choses que je mange réellement, pas celles qui apparaissaient comme par magie dans nos placards, parce qu'elles figuraient sur la liste d'Irina. Le simple fait de choisir mon propre café, la marque de mon thé, les épices qui parfument mes plats, est une victoire silencieuse. Le compte épargne contient l'argent que j'y ai déposé moi-même, en des sommes que j'ai suivies et vérifiées, à des fins que j'ai moi-même décidées. Je consulte le solde le 1er de chaque mois. Cela me prend environ 4 minutes. 4 petites minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fui ces 4 minutes pendant 14 ans, enfin si, je le sais. Parce qu'accepter la gestion d'Irina, c'était accepter la version de la réalité qui l'accompagnait, et j'avais trouvé cette version confortable. Le confort, c'est un piège insidieux, une cage dorée dont on ne sent les barreaux qu'une fois pris. Je suis, pour la première fois en 14 ans, un participant actif à ma propre vie financière. Ce n'est pas compliqué. Cela n'a pas exigé une expertise qui me faisait défaut. Cela a seulement requis la décision d'être présent dans ce à quoi je contribuais, de ne plus être un simple spectateur de ma propre existence. Certains jours, je repense à ces années. Pas de manière obsessionnelle, non, mais parfois d'une manière qui ressemble à celle dont on tourne et retourne un objet lourd dans ses mains pour en comprendre le poids exact, la densité. 14 ans, ce n'est pas rien. C'est une part substantielle d'une vie d'adulte. Les décisions prises pendant ces années, les habitudes ancrées, la forme particulière qu'une personne adopte lorsqu'elle a fonctionné dans un ensemble de contraintes spécifiques pendant si longtemps, une partie de cette forme n'est pas facile à changer. Le réflexe de demander, de consulter, de se conformer, il est encore là, parfois, comme une cicatrice invisible. Mais une partie, elle, l'est. Elle est malléable. Il m'arrive de m'offrir un dîner. Un petit restaurant près de mon nouvel appartement, rien de tape à l'œil, rien d'extravagant, mais avec une table près de la fenêtre et un menu que je choisis moi-même, sans contrainte. Je commande sans me demander si cela correspond au budget. Je sais si cela correspond au budget. Je le sais parce que je connais mon budget, que j'ai moi-même établi et qui reflète mes revenus réels, mes dépenses réelles et mes choix réels. L'arôme des plats qui s'échappent de la cuisine, le léger cliquetis des couverts, le murmure des conversations autour de moi. Tout cela participe à une sensation de plénitude simple. Le goût du vin sur ma langue, la texture du plat, la lenteur du repas. C'est une petite chose, oui. Mais ce n'est pas petit du tout. C'est immense. Je déjeune avec Noah de temps en temps. Il est devenu bien plus que l'avocat qui m'a aidé à traverser le pire. Il est devenu le genre d'ami que l'on se fait pendant les années les plus difficiles, forgé de la manière spécifique dont les épreuves forgent les personnes qui les traversent ensemble. La semaine dernière, lors d'un de ces déjeuners, dans un bistrot animé où résonnaient les rires et les chocs des assiettes, je l'ai remercié, sincèrement. Il a balayé mon remerciement d'un geste de la main, comme il le fait toujours. « C'est vous qui avez fait le plus dur », a-t-il dit, son regard honnête planté dans le mien. « Qu'est-ce qui était le plus dur ?» ai-je demandé, curieux de sa perspective. Il a réfléchi un instant, son regard se perdant un instant dans le fourmillement de la rue. « Décider de regarder », a-t-il affirmé. Après 14 ans sans regarder, décider de regarder, c'était ça, le plus dur. Il avait raison. Le téléphone dans la poche du manteau. Mes mains stables, malgré le tremblement intérieur. Le verre d'eau sur le comptoir de la cuisine, sa fraîcheur contre mes doigts, tandis que mon esprit bouillonnait. Les 72 heures de silence assourdissant pendant lesquelles j'ai attendu de comprendre ce que j'étais en train de voir, de démêler l'horreur. Tout a commencé par une décision. La décision de regarder, de ne plus détourner les yeux.
Voici ce que je veux vous laisser. La confiance n'est pas une chose passive. Nous en parlons comme si elle l'était, comme si la confiance était l'absence de suspicion, la décision de ne pas vérifier, l'hypothèse confortable de la fiabilité. Mais la vraie confiance n'est pas la suspension de l'attention. La vraie confiance est la connaissance active et continue que la chose en laquelle vous avez placé votre foi est ce qu'elle prétend être. J'ai cessé de le savoir. J'ai cessé de vérifier. J'ai remis non seulement de l'argent, mais aussi l'attention qui aurait dû l'accompagner. Et en faisant cela, j'ai créé les conditions de tout ce qui a suivi. Je ne dis pas que la faute était la mienne. Elle ne l'était pas. Ce qu'Irina a fait était délibéré, systématique et soutenu pendant des années, et elle en est seule responsable. Mais je dis ceci, il y a une version de moi qui aurait pu le voir plus tôt. Une version qui aurait demandé, à la 2e année, ou à la 5e, ou à la 8e, de s'asseoir ensemble avec les comptes et de comprendre l'image complète. Une version qui aurait compris que c'est elle qui gère l'argent n'est pas une réponse acceptable à la question « Où est mon argent ?» Soyez cette version. Non pas parce que la personne en qui vous avez confiance fait ce qu'Irina a fait. Presque certainement pas. Mais parce que la participation n'est pas seulement une protection financière. C'est une forme de présence. C'est l'acte d'être un partenaire égal dans ce que vous construisez ensemble, plutôt qu'un simple contributeur à un projet géré par quelqu'un d'autre. Vérifiez vos comptes. Posez les questions que vous avez mises de côté parce que les poser donne l'impression de la méfiance. Faites confiance aux réponses, mais obtenez-les. 14 ans, c'est une longue période pour être à l'intérieur d'une histoire dont vous ne saviez pas que vous faisiez partie. Vous méritez de connaître l'histoire dans laquelle vous vous trouvez. Si cela vous a touché, si une partie de ce récit a résonné avec quelque chose que vous portez en vous, je vous prie de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que cela a ouvert en vous. Dites-moi d'où vous écoutez. Ces commentaires comptent plus que je ne peux l'expliquer. Ils sont le souffle qui donne un sens à mes mots. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Il y a d'autres histoires ici. Des histoires honnêtes, difficiles, profondément humaines, qui ne se résolvent pas toujours de manière nette, mais qui méritent d'être racontées et entendues. Merci d'être resté jusqu'au bout. Une dernière chose, avant de vous laisser à vos propres réflexions. Ce récit, je l'ai partagé avec vous, mais il contient des éléments romancés, des détails composites. C'était nécessaire, une sorte de bouclier pour protéger ceux qui ont été, malgré eux, impliqués dans cette sombre danse. L'ombre de la manipulation est longue, et je ne voulais pas qu'elle atteigne d'autres innocents. Je suis assise ici, le clavier sous mes doigts, la lumière de l'écran projetant une lueur froide sur le mur d'en face, et je sens encore le poids de ces mots. Si ce genre d'histoire vous blesse, si elle remue trop de choses en vous, je le comprends parfaitement. Mon propre cœur est encore une mer agitée par les tempêtes passées, et parfois, même le simple fait d'y penser me donne la nausée. Mais si vous avez tenu jusqu'au bout, si vous avez écouté chaque mot, chaque soupir de ma voix, alors vous savez déjà le prix qu'il a fallu payer pour raconter tout cela. Ce n'était pas seulement la perte de l'argent. Ces 8 millions d'euros qui se sont évaporés comme un mirage, me laissant avec le goût amer d'une arnaque parfaite, c'était la perte de 14 années de ma vie, la perte de ma confiance en l'autre, en moi-même, la perte de mon innocence. Je me souviens d'une après-midi pluvieuse, peu de temps après la découverte, où je suis resté des heures devant la fenêtre de la cuisine, la tasse de café froid entre mes mains, à regarder les gouttes ruisseler sur la vitre. Chaque goutte semblait emporter un fragment de mon passé, une illusion qui s'écroulait. C'était le silence assourdissant de cette maison soudainement vide de sens, l'odeur persistante de ses parfums qui se mêlait à l'air vicié de mes propres regrets, une atmosphère lourde de non-dits et de trahison. Ne patientez pas 14 ans. Ne laissez pas le temps filer entre vos doigts, comme du sable fin, emportant avec lui vos certitudes, votre dignité, les fondations mêmes de votre existence. Ne laissez pas un voile opaque s'interposer entre vous et la vérité de votre propre histoire, celle que l'on vous cache ou que vous refusez de voir. Regardez, maintenant, d'un œil clair, sans peur, sans cette aveuglante confiance qui m'a coûté si cher. Vérifiez vos comptes, posez les questions qui vous rongent le ventre, même si elles semblent trahir une méfiance que vous ne voulez pas ressentir. Écoutez cette petite voix intérieure, ce murmure qui tente de percer le brouillard épais des apparences. C'est votre droit, votre devoir envers vous-même,
de connaître l'histoire dans laquelle vous vivez. Avant qu'elle ne vous échappe, avant qu'elle ne soit écrite par quelqu'un d'autre, une main étrangère, pour son propre profit.